Bonsoir c'est bon, on m'entend. Bonsoir à tous. Merci, merci infiniment d'être ici, nombreux, pour cette séance de Cité Philo consacrée à une enquête en cours. Alors je vais expliquer un petit peu tout ce que cette rencontre peut avoir de singulier par rapport à nos usages, à ce que nous faisons généralement à Cité Philo et à Cité Philo dans les lycées. Je remercie d'abord, bien entendu, très chaleureusement Madame la proviseure de nous accueillir dans son établissement et en particulier dans cette salle de conférence absolument magnifique et dans ce lycée d'excellence Edgar Morin qui se trouve être par ailleurs l'ancienne école normale de garçons de Douai. Cette précision est absolument décisive parce qu'elle a à bien des égards motivé notre présence ici ce soir pour cette rencontre. J'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter les deux auteurs d'un livre à venir qui n'est pas encore publié, qui est encore en cours d'élaboration. Je vais vous présenter plus avant dans un instant. Je remercie Karine Bastide, qui est professeure d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire en collège. Quel collège? Charles Sénard à Caluire. Qui donc est ici à cette table. Et puis entre nous deux, Christine Détré, qui est professeure de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et qui est donc la co-auteur de cette enquête de cette entreprise à venir. Alors quelle est cette entreprise et pourquoi vous la présentez de façon aussi détournée, alambiquée, pleine de méandres? Parce que le livre n'est pas encore publié. Et il est d'usage à Cité Philo que nous présentions des livres qui sont disponibles, qui sont en librairie, qui ont été écrits et qu'on trouve dans le commerce. Nous avons donc anticipé et nous avons pris le parti de parler de cet ouvrage à venir avec un petit peu d'avance, car c'est le thème de la manifestation qui l'a décidé. Le thème de la manifestation de Cité Philo cette année est, comme vous avez pu le voir sur les programmes à votre disposition, sur la table à l'accueil, féminin, singulier, universel. Et cette rencontre a pour intitulé, pour sa part, Femme, vie singulière, ce qui est une résonance ou qui est un appel assez manifeste, un écho du thème général de la manifestation. Cette rencontre, comme je l'ai dit, porte sur une enquête à la fois historique et sociologique qui porte sur la vie, sur les biographies croisées ou parallèles de deux femmes, de deux institutrices, aujourd'hui disparues, qui ont développer leurs existences parallèles, différentes et à bien des égards comparables néanmoins, dans la deuxième moitié du XXe siècle, à un moment qui a été évoqué, qui a été rapidement décrit par Véronique Châtenay-Dolto, qui est la personne qui, à Cité Philo, a préparé le thème général de la manifestation. C'est elle qui a piloté, qui a organisé l'ensemble des rencontres autour du thème général féminin, singulier, universel. Et dans sa présentation du thème, que vous avez dans la plaquette, je l'ai sous les yeux, elle dit, je la cite, « Dans les années 70, avec la lecture de Simone de Beauvoir, nous avons pu penser que la réflexion philosophique sur le féminin se fondait surtout sur l'opposition entre le naturel et le devenir, le construit et l'inné, la libération passée par la contestation des assignations naturalistes. Nous pensions que l'éducation, la capacité de choix ouverte par la contraception, la loi sur l'IVG, une forme de maîtrise de la sexualité étaient des étapes irréversibles de l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, la persistance, voire l'aggravation de multiples formes de domination, de violence, de dévaluation montre que la voie de l'émancipation, de l'égalité entre les femmes et les hommes, dès lors que nous y aspirons, est encore à construire, ou du moins à
consolidé. Ce moment auquel on peut identifier ou que l'on peut rapporter à la figure tutélaire de Simone de Beauvoir, qui a fait date, mais qui est encore à développer ou à prolonger, eh bien, c'est précisément le moment qui fait l'objet de l'enquête de nos deux invités ce soir. Cette enquête porte sur leurs mères respectives. Alors peut-être pourrait-on passer à la diapositive suivante. Voilà. Dont nous avons ici les portraits. Donc Christiane et Huguette. Christiane étant la mère de Christine Détré, Huguette étant la mère de Karine Bastide. Et ces deux figures vont nous intéresser par leur parcours individuel, par la façon dont elles ont mené une existence trop tôt abrégée. Huguette est morte à 56 ans le 13 mai 1998. Christiane est morte à 26 ans le 28 décembre 1971. Et ces deux parcours, ces deux figures sont justement des figures éminemment singulières par le caractère socialement investi de leurs existences. Le moment Beauvoir, disais-je, et cette question d'une dénaturalisation de la condition, de l'instruction de la contraception, a beaucoup à voir avec une institution qui, dans l'après-guerre, a permis à des femmes de conditions modestes, grâce à la gratuité des études, de pouvoir jouer le jeu d'une émancipation par l'instruction, éventuellement d'une émancipation sociale, d'un changement de classe, par le savoir, par l'instruction. Mais ce récit ou cette perspective trouve, dès lors qu'on y regarde de plus près, des bémols ou des réserves que l'enquête de terrain peut assez rapidement mettre en scène. Une première figure est celle de Huguette Bastide, donc l'une des deux institutrices dont je parle, qui a été une figure assez remarquable des luttes féministes dans les années 60, puisqu'elle a retracé dans un ouvrage qui a fait date, que j'ai à la main, intitulé « Institutrice de village », le quotidien d'une institutrice en Lozère, confrontée à la vie solitaire pour cause de service militaire de son époux, avec un jeune enfant, le frère de Karine Bastide, Patrice. Elle a été confrontée à la condition matérielle déplorable d'une institutrice de campagne, dans un logement de fonction absolument insalubre, et elle a, révoltée par cette situation, eh bien, saisi, interpellé des figures éminentes du féminisme, à commencer par Simone de Beauvoir, qui, interpellée par ce qu'elle décrivait, lui a proposé de publié un récit de son quotidien dans les temps modernes, qui a donné lieu à cet ouvrage que j'ai sous les yeux, Institutrice de village, et qui, d'une certaine façon, au terme de ce parcours provincial campagnard, eh bien, a fait de Huguette une figure assez remarquable, identifiable des luttes féminines. Tout au contraire, nous avons, avec la disparition très précoce, trop précoce de Christiane, un destin qui, pour sa part, laisse extrêmement peu de traces. À une réserve près, c'est que finalement, les parcours laissent les traces que conserve l'administration, les institutions, les lieux administratifs, institutionnels, que sont au premier rang desquels, au premier rang pour ce soir, les écoles normales de filles. Et il faut donc ici préciser, si je ne l'ai pas fait avec assez de force, que Christiane avait été élève à l'école normale de filles de Douai, ce qui motive tout particulièrement, donc je
réitère toute la reconnaissance que nous éprouvons pour être ici ce soir. Alors, cette vie, elle, trop courte, est également une vie qui a été tout à fait caractéristique de ce que pouvait être l'évolution et l'inscription dans la vie d'une jeune fille des années 50-60, et c'est à cette reconstruction d'un passé que Christine Détré a consacré donc une enquête qui croise celle de Karine Bastide sur sa propre mère. J'ai à peu près campé le motif et l'argument de ce soir, deux biographies, deux figures singulières qui nous intéressent pour ce que, justement, le féminisme doit impérativement retrouver de sa singularité, des inscriptions, des traces singulières qu'il a pu laisser, pour ne pas le laisser à l'abstraction trop rigide, trop parfaite d'une universalité abstraite, d'une république qui garantirait formellement les mêmes droits à tous, mais qui ne serait pas suffisamment attentive à la manière dont les revendications, les droits, l'émancipation doit se former, doit s'inscrire forcément dans des situations concrètes. Cette présentation trop fugitive du projet m'invite à passer enfin la parole à mes invités pour qu'elles commandent, contexte, précisent ce qu'elles font, avec tout de même, pour lancer un petit peu ou accrocher de façon non pas polémique mais problématique le problème, je vous inviterai, Karine et Christine, à présenter le sens de votre entreprise, à nous dire de façon un petit peu plus poussée comment ce projet s'est formé, comment il vous est, par quel hasard et par quel heureux hasard il vous est venu à l'esprit, et peut-être aussi à le justifier un peu, au sens où on pourrait, et ce serait une objection, je ferai volontiers le vilain pour commencer, par vous demander si l'attention que vous avez portée à vos mères respectives, qui se conçoit naturellement sur le mode de l'intime et du privé, d'une certaine façon qui recoupe très vraisemblablement de très nombreuses préoccupations privées, domestiques. Vous n'êtes sans doute pas les seuls à vouloir revenir dans le passé, dans les archives, dans les linéaments d'une histoire familiale toujours complexe, et nous aurons l'occasion de préciser à quel point les histoires familiales et les écheveaux que vous démêlez sont à bien des égards très complexes. Mais vous voulez faire un petit peu plus que cette histoire privée, vous voulez en faire un livre, c'est une enquête qui doit faire sens du point de vue de l'histoire des sciences humaines, qui a donc vocation à une certaine publicité, qui est celle du livre et de la publication. Et dans ces conditions-là, l'articulation entre le privé, voire l'intime, et vos vocations respectives d'enseignante, de chercheur et d'auteur peut être, me semble-t-il, justifiée. Donc je vous remercie encore infiniment pour être ici ce soir, et ce serait mon premier point d'accroche. Du coup, le premier point d'accroche, c'est comment on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés, D'accord. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire. Voilà, donc en fait, je commence et puis après je te passerai. Parce qu'en plus, Karine, elle a plus ou moins une extinction de voix. En fait, comment on s'est rencontrés? Alors, déjà, pour vous dire, là, on est effectivement vers la fin de l'écriture du livre. En gros, il reste 6 mois. Donc 6 mois, quand on écrit un livre, c'est rien, en fait. Mais ça va faire 4 ans, alors on ne sait plus si ça fait 4 ans ou 5 ans qu'en fait qu'on a commencé à travailler. Donc voilà, ces questions-là, effectivement, maintenant on a des réponses très claires, mais c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand on s'est rencontrés, on ne savait pas tellement ce qu'on allait faire. Alors comment on s'est rencontrés? On ne se connaissait absolument pas. Moi j'avais publié un livre sur le genre, donc là pour le coup qui était de la sociologie pure et dure, qui s'appelait Quel genre? Et puis j'avais été invitée dans une librairie lyonnaise pour présenter mon livre. Donc je présente mon livre, etc. Bon, voilà, hop, on boit un coup. Et puis Karine, que je ne connaissais pas. Alors quand je raconte l'histoire, souvent je dis une jeune femme, et puis après je dis ouais, ben, enfin le même âge que moi. Donc bon voilà. Donc Karine s'approche et puis commence à me parler. Il n'y avait pas grand monde dans la librairie, donc ça permettait vraiment les discussions individuelles. Et puis elle me dit ah mais j'ai vu que vous avez écrit un livre sur votre mère.
parce que j'avais effectivement écrit un roman, ce qui à l'époque était un roman, qui s'appelait « Rien sur ma mère ». Et elle me dit, oui, je ne l'ai pas encore lu, mais le titre, bon, depuis elle l'a lu quand même, je ne l'ai pas encore lu, mais le titre m'a intriguée. Et elle me dit, parce que moi, c'est le contraire, j'ai trop sur ma mère. Alors moi, j'ai dit, ah. Je complète, je m'intéressais beaucoup à la démarche de romancière aussi, voilà. L'écriture. Et ça, voilà, ça sera une vraie question aussi de est-ce qu'on choisit de faire de la littérature sur un sujet comme ça ou est-ce qu'on choisit de faire des sciences sociales et le choix même de la maison d'édition est extrêmement éloquent en fait des choix. Et donc moi quand elle me dit bah, j'ai trop sur ma mère, je me dis ah bon et donc elle m'explique effectivement le personnage d'Huguette qui avait écrit un livre, elle me dit j'ai des mal avec des manuscrits, j'ai une correspondance de Simone de Beauvoir, et je la voyais voilà, enfouie sous une montagne de papier, puis cette malle fermée qu'elle n'osait pas ouvrir. Et puis je lui dis ah mais ce livre, Institutrice de village, puis elle me dit je veux pas qu'on le lise. Donc moi, il suffit qu'on me dise qu'il ne faut pas faire un truc pour que j'aille le faire. Donc ça, elle ne le savait pas. Donc je rentre chez moi et puis je regarde, donc le livre était épuisé, et je regarde sur un site de livres et je trouve le livre Institutrice de village à moins de 1 €. Donc depuis le cours, on se dit que la Huguette a un effet parce que le cours de l'occasion a monté. Donc il y a un investissement maintenant pour ceux qui ont ce livre-là. Et j'achète le livre. Après, je me suis dit, donc je le lis, et je me dis, mais comment je vais... Parce que bon, voilà, on était amis sur Facebook, mais on s'était quittés comme ça. Et je me dis, elle ne va pas être contente, elle avait dit qu'il ne fallait pas le lire, moi je l'ai lu. Non, donc je me dis, il faut que je trouve une ruse. Et donc, je prends une photo de mon bureau, où c'était un amas de papier, de livres, etc. Et sur la photo de mon bureau que je mets sur Facebook, il y avait le livre. Et là, 2 minutes après, sur la messagerie privée de Facebook, je reçois un message de Karine. « Ah, je vois que tu as acheté le livre. » Là, je me dis, oh, oups, comment elle va le prendre? Et donc, je lui dis, bah oui, ça m'a intriguée, etc. Et de fil en aiguille est né ce projet. Je lui ai dit, on pourrait peut-être inventer une façon, peut-être que le rien et le trop pourraient peut-être s'équilibrer. Donc, au début, c'était vraiment l'idée de se dire... 2 femmes nées dans les mêmes époques, 1940, 1941, 1945, toutes les 2 institutrices. Voilà, je me disais peut-être qu'il y a quelque chose à faire qui soit de cet ordre-là, l'une qui viendrait compenser l'autre. Et puis, on va à un colloque où on présente ce projet-là. Et au repas du colloque, il y a un chercheur qui me dit exactement ce que Nicolas a dit. Il m'a dit, mais... Dans les archives, on trouve trace de tout le monde. Voilà. Parce qu'il me dit, mais vous n'avez rien? Je fais, bah non, j'ai rien, etc. Et il me dit, on trouve trace de tout le monde. Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai commencé à aller dans les archives, donc les archives de Lille. J'ai trouvé son dossier d'institutrice. Là, il était noté qu'elle avait fait ses études à l'école normale des filles de Douai. Et de fil en aiguille, je suis allée aux archives. Donc là, je remercie vraiment Adrien, qui est un des archivistes qui est là. Et puis ses collègues Alexis et Coraline, qui m'ont ouvert, donc on vous montrera les documents, qui m'ont vraiment ouvert leurs archives, et ça c'est un trésor incroyable. Enfin, pour les trésors, on dit quelqu'un qui trouve un trésor, on dit qu'il est un inventeur de trésors. Et les archives, c'est exactement la même chose. En fait, on invente des archives et on invente comme ça des matériaux parce qu'on les découvre. Et donc voilà, alors après pour finir, et ça vient en lien, puis après je passerai la parole à Karine, est-ce que ce projet effectivement a une justification de sciences sociales? Donc je le disais au début, alors il se trouve que moi j'écris des livres de sociologie et j'écris des romans. Donc je me suis vraiment posé la question, où je vais? Est-ce que je vais plutôt, est-ce qu'on va plutôt aller vers la littérature ou est-ce qu'on va plutôt aller vers les sciences sociales? Alors, il se trouve qu'il y a une bibliographie qui est extrêmement importante, en fait, dans un champ comme dans l'autre. Et moi, il y a un livre qui m'a complètement bouleversée et qui m'a... voilà, je me suis dit, je veux faire la même chose, enfin, en toute modestie, sans du tout me comparer à ça, mais qui m'a montré le genre de livre que je voulais faire, c'est Les disparus de Mendelssohn, de Daniel Mendelssohn. Et ce livre-là, en fait, donc pour expliquer un petit peu, et ça vous montre dans quel ordre ça pourrait
enfin, notre entreprise pourrait s'intégrer. Alors, encore une fois, sans prétention du tout à la comparaison, parce que les situations ne sont absolument pas les mêmes, mais dans Les Disparus de Mendelssohn, en fait, Daniel Mendelssohn, qui est new-yorkais, qui est chercheur en littérature, se rend compte que dans son histoire, il y a une famille absente, qui est la famille du frère de son grand-père, qui, alors que le grand-père, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, juif, le grand-père est parti aux États-Unis, le grand-oncle est resté, en fait, dans ce qui est Pologne, Ukraine, enfin voilà, ces pays qui n'ont pas arrêté de changer de nom et d'oppresseurs. Et puis, ils ont été assassinés, enfin voilà, exterminés, etc. Et Daniel Mendelssohn, il fait Les Disparus, c'est la recherche, en fait, de l'histoire il y avait 4 filles, je crois, et puis les parents, l'histoire de cette famille-là. Et j'ai trouvé ça, alors un autre exemple, ça serait le livre de Jablonka, Histoire des grands-parents, que je n'ai jamais vu. Et ça, c'est 2 exemples, alors sur des cas extrêmement terribles et douloureux, mais d'exemples où, en cherchant une personne particulière, en cherchant dans les archives, en recueillant les témoignages, parce qu'après on rentrera dans la cuisine de comment on a fait, mais on rencontre, voilà, il y a des gens qui sont là, des personnes qui sont là, qu'on a interrogées, etc. Comment, justement, 2 cas singuliers, 2 vies singulières, 2 vies ordinaires, elles disent en fait beaucoup d'une société, d'un ancrage social. Et je pense que ce qui est important, c'est pas le sujet, c'est pas de dire je prends une personne particulière et ça va m'imiter, c'est la façon dont on fait en fait. Et nous, l'optique qu'on s'est fixée dans le livre, c'est de se dire on n'invente rien. Voilà. Tout ce qui est écrit dans le livre, c'est des choses qu'on a trouvées dans les archives, donc comme je disais, archives des écoles normales des filles, mais il y a d'autres archives, des correspondances qu'on peut avoir, et puis dans les entretiens qu'on fait. Alors peut-être que par exemple, l'entretien que j'ai fait avec Thérèse, l'entretien que je vais faire avec Jacqueline, avec Janine, voilà, avec des... Peut-être que ce qu'elles vont me dire de l'école normale des filles, peut-être que ma mère n'a pas vécu la même chose. Donc, mais je ne dirais pas, Christiane a vécu ça. Je dirais Jacqueline, Thérèse, etc. Mais ça éclaire comme ça des destins qui, bien évidemment, on ne peut pas les calquer, mais on a comme ça une sorte d'arborescence et de croisement qui permettent de dire les potentialités de ce qui a pu arriver. Oui, je peux compléter alors plus d'un point de vue historique, puisque j'enseigne l'histoire depuis une bonne vingtaine d'années. Et en fait, les programmes d'histoire, depuis bien longtemps, invisibilisent les femmes, et particulièrement les femmes qu'on va dire ordinaires, comme les hommes ordinaires d'ailleurs, mais encore plus les femmes, qui ont eu des vies singulières. Et ces vies singulières-là témoignent d'une histoire qui est aussi importante que l'histoire politique, que l'histoire économique. Et d'ailleurs, ces femmes ont participé à l'histoire politique, à leur façon, à l'histoire économique, à l'histoire culturelle, à l'histoire sociale. Donc, moi j'ai plus un point de vue historique que sociologique, mais c'est par rapport à cette invisibilisation des femmes. Et ma mère correspond très bien à ça, puisque elle avait fait ce livre qui a eu des conséquences positives très importantes au niveau de l'éducation nationale en France. Et quand je le lui en parlais, elle disait « mais non, c'est pas important ». Donc c'est un peu aussi pour montrer que des femmes ont joué un rôle, mais ne se sont pas rendues compte du rôle qu'elles ont joué, parce que ce rôle-là n'a pas été mis en valeur par la société. Et le livre n'a pas été réédité, alors qu'on peut se dire, s'il avait été écrit par un homme, est-ce qu'il n'aurait pas été réédité, etc. C'est peut-être... Pour rebondir sur ce point, c'est peut-être l'occasion d'approfondir et donc de préciser au niveau de la bibliographie. En effet, moi je l'ai lu très récemment, mais je soutiens, on se disait ça en faisant la route on est dans un lycée, on est à proximité de l'ESP, il y a des élèves et des enseignants dans la salle, et à tous ceux qui s'intéresseraient à l'histoire de l'éducation, je soutiens et je maintiens que c'est un livre qu'il faut lire et que je mets au même niveau, en termes d'intérêt historique, que le fameux Nous les instituteurs qui avait en son temps dans la collection Archives chez Jacques Julliard été composé par Jacques Ozouf. C'est vraiment un livre et qui, alors là aussi,
il y a des enseignants dans la salle, nous sommes 3 professeurs à cette table, donc nous sommes une corporation, c'est un milieu professionnel. Parfois avoir une vision pessimiste de son métier, mais il suffit aussi de parcourir le quotidien d'une institutrice de Lozère pour faire sentir, c'est une expression, je crois qu'elle est de Jean-Noël Jeannet, faire sentir la différence des temps. Il y a dans la manière dont on se rapporte à un passé qui, à l'échelle de quelques décennies, est quand même très très près de nous, s'il s'agit de justifier et de dire le bien et le profit que nous avons à tirer des sciences sociales en général et de la connaissance, nous avons là un regard, d'une certaine forme, pour voir cette génération au miroir de nous-mêmes, ou réciproquement, cela nous est extrêmement précieux et édifiant. Alors j'ajouterai, pour préciser un petit peu la bibliographie de Christine, qu'en effet, en tant que sociologue, elle a un certain nombre d'ouvrages d'enquête, et je citerai un des titres qui est le résultat d'une enquête qu'elle avait consacrée à des femmes du Maghreb, où elle s'intéressait à l'écriture. Et c'était une problématique. Alors Christine a travaillé, alors de mémoire du coup, avec Bobéro sur les pratiques de lecture des adolescents. Elle a travaillé sur les pratiques d'écriture des femmes du Maghreb, conçues comme pratique d'émancipation. Elle a une œuvre littéraire qui est composée de 4 ouvrages, de 4 titres. Alors c'est donc Rien sur ma mère, le premier, de 2 choses l'une, La nuit des éphémères, et le plus récent, My Bloody Valentine, qui est en vente à la fin de la rencontre. Je remercie la librairie Le Bateau Livre de nous avoir confié des exemplaires, et qui ont en commun d'être une littérature de l'intime, de la filiation, de la réflexion sur les rapports père-fille et sur la façon dont les familles se composent, se recomposent d'une façon qui n'est pas toujours facile ou qui n'est pas toujours apaisée. Et Rien sur ma mère, en effet, qui est un ouvrage de fiction, au regard de ce qui se dessine dans l'enquête, témoigne de toute justement de tout le caractère problématique de tous les problèmes qui peuvent remonter comme autant de refoulés au sein des familles. Mais c'est justement pratique d'émancipation, ce qu'il y a à chercher dans l'écriture, ce qu'il y a à chercher comme travail sur l'effet sur le réel que l'écriture peut avoir. Dernière référence bibliographique, quel genre, on en parlait il y a un instant, mais l'antépénultième ouvrage de Christine avait pour titre à la fois provocateur et amusant, Les femmes peuvent-elles être de grands hommes? Et la remarque de Karine sur l'importance que peuvent avoir les gens modestes, les petites vies sur le réel, me semble justement tout à fait, c'est le moment d'en parler. Est-ce qu'il y a dans les pratiques d'écriture littéraire ou sciences sociales à défendre une activité qui, pour savante qu'elle puisse être, doit aussi être militante et avoir une fonction de transformation du réel, l'une et l'autre en fait, comme historienne ou comme sociologue? Moi, oui, clairement. Enfin, c'est-à-dire que c'est déjà assez compliqué de trouver du temps pour écrire, pour faire les recherches, etc., que si c'est pas parce que derrière, il y a une volonté militante de... oui, effectivement, de défendre cette idée que ce que disait Karine, et là du coup je vais reprendre ce qu'elle disait, mais de défendre l'intérêt des biographies individuelles plutôt que des biographies héroïques. Et puis l'intérêt aussi, et là vraiment dans le chapitre sur l'école normale des filles, donc celui-là il est écrit, pour le coup, quand je disais le livre est presque fini, il y a des parties qui sont vraiment finies. Et le chapitre sur l'école normale des filles, moi donc je l'ai fait à partir d'archives et puis en faisant des entretiens avec d'anciennes normaliennes de la même promo que Christiane. Et moi, ce qui m'a vraiment frappée, et c'est ça qui m'intéresse aussi en sociologie, sont les ambiguïtés et les complexités et les paradoxes des rapports entre domination et émancipation. Et je trouve que nos 2 exemples de ces 2 femmes, c'est vraiment manifeste pour ça, et c'est pour ça que ça peut éclairer aussi des problématiques beaucoup plus générales, parce qu'on voit finalement, alors effectivement cette école normale des filles, qui souvent était pour des filles de milieux assez populaires,
Quand je regarde, donc j'ai regardé tous les dossiers, vous avez souvent, par exemple pour Christiane, ses frères vont pas faire l'école normale des garçons, ils vont aller travailler tout de suite. Et c'était pour les filles une façon de faire des études et une façon ensuite d'avoir un métier. Quand on regarde, donc première chose, on se dit éducation égale émancipation. On regarde comment ça fonctionnait l'école normale des filles, et puis là, je pense qu'il pourra y avoir dans les témoignages voilà, d'autres anecdotes. On disait que les écoles normales, c'était des séminaires laïques aussi, et donc des règles très strictes. Il y a des lettres... Une ancienne, donc Chantal, qui était dans la même promo, donc c'était la promo 61-65, m'a donné en fait des lettres qu'elle avait gardées de la directrice, où la directrice dit, écrit aux parents en disant interdiction d'avoir tes transistors, interdiction d'avoir du Nescafé, il y a des filles qui ont été surprises en train de se promener dans les rues, etc. etc. Donc on a l'impression en même temps de quelque chose de très normé. La directrice qui, à la réunion de rentrée, donc là aussi c'est une ancienne jeune normalienne qui me l'a dit parmi vous, donc elle est normalienne, et puis il faut voir l'école normale des filles, elle était entre l'école normale des garçons et la caserne. Et elle dit, parmi vous, il y a un tiers de normaliennes, il y a un tiers de filles à normaliens, et il y a un tiers de filles à soldats. Voilà. Bon, déjà, choisissez votre tiers. Voilà. Donc, voilà, quelque chose qui était assez serré, etc. Et puis quand elle me raconte, et ça m'intéresse vraiment, toutes les micro-émancipations, on n'avait pas le droit d'avoir du Nescafé, on avait une résistance et puis on faisait quand même du café. Elle m'a envoyé des photos, après on pourra faire défiler les photos, parce que là du coup on dit tout un peu dans le désordre, mais on pourra montrer après. Mais je ne sais pas si peut-être vous l'avez, la photo, elle est assez loin dans le PowerPoint, mais on les voit dévaler l'escalier. C'est pas grave, on fera des allers-retours dans les diapos. Alors ça c'est le... Donc continuez. Alors peut-être juste avant, ça montre effectivement... alors ça voilà, ça c'est le scandale. Un scandale... Alors tout ça c'est les dossiers. Et donc juste après... Ça, c'est une lettre que j'ai retrouvée dans les archives. Donc, encore une fois, merci aux archivistes. Donc, maintenant, les archives de l'ENF, elles sont à l'ESP à Villeneuve-d'Ascq. Et c'est un scandale qui est arrivé parce que donc, la directrice écrit donc, le jour de la Saint-Nicolas, il y a une normalienne qui a été boire de la bière où il y avait du savon et des cendres mélangées chez Rémi, qui était le café où se retrouvaient les normaliens et les normaliennes. Et donc, vous avez ce scandale qui est exprimé. Et donc, en revanche, après, on va voir des photos. Alors, donc, si vous continuez, ça ne sera pas ça. Donc, ça, vous continuez. Hop, hop. Voilà. Donc, ça, c'est les bulletins. Voilà. Donc, ça, c'est les photos Enfin, voilà, dans ce cadre très strict, toutes les micro-résistances qui existent. Alors, la photo qui est tout en haut, en fait, c'est pris de la chambre au bout du dortoir des filles qui donnait sur le potager des garçons, de l'école normale des garçons, où donc se lançaient et s'échangeaient des petits mots. Donc vous voyez, la directrice avait beau dire interdiction de sortir, puis elle me raconte, les sorties, c'était le jeudi de telle heure à telle heure, on avait à peine le droit d'aller dans les rues d'à côté, mais il y avait des... Francis qui est là, il pourrait raconter aussi comment dans le cours d'allemand, les trousses avec des mots, parce que le cours d'allemand était mixte, et il y avait des trousses qui se baladaient dans la chorale aussi, parce que c'était les trousses où on mettait les mots des garçons pour les filles et des filles pour les garçons. Il y avait des lieux comme ça, la chorale c'était un endroit, le ciné-club c'était un endroit, le cours d'allemand c'était un endroit. Puis là vous avez Francine, alors qui malheureusement est disparue aussi, qui habille un squelette, et puis toutes les filles qui font le bisou au squelette. Dans les photos d'après, donc vous voyez des bêtises qu'on trouverait, enfin des bêtises gentilles, mais vous voyez qui montrent que même si on est dans un cadre qui paraît très normé, il y a toujours des petites façons de glisser. Et les photos d'après, ça vous montre aussi, donc ça, celle d'après, voilà, là il y avait des box, et donc elles m'ont envoyé des photos où finalement il y avait des box, alors elles s'amusaient à faire de l'équilibre sur les parois des box. Il fallait cirer les escaliers tous les jours, et du coup, elles dévalaient, elles s'en servaient comme toboggan. Donc, vous voyez, des micro-résistances dans le cas de ces normaliennes qui peuvent paraître des bêtises d'enfants ou d'adolescentes, mais qui montrent comment une discipline, elle est jamais alors, je ne vais pas donner des idées à ceux qui peuvent être internes ici, mais les disciplines ne sont jamais très, très strictes. Et puis, on a après les émancipations beaucoup plus politiques, et ça m'a beaucoup intéressé aussi, enfin, ça nous a intéressé, c'est Karine, où, voilà, Huguette, elle, c'est la militante.
on a une différence entre Christiane où les émancipations vont être très individuelles. Elle a 2 enfants, bah, elle fait une ligature des trompes. C'est interdit. Voilà. La ligature des trompes, à l'époque, c'est interdit. Huguette, elle milite pour l'avortement. Donc, je vais peut-être te passer la parole là-dessus, mais... ouais, enfin, et c'est ça qui m'intéressait vraiment. Enfin, quand tu disais, est-ce qu'on a un militantisme quand on fait ce genre d'enquête-là, bah, c'est montrer... Là, il y a ça. Il y a montré que, voilà, qu'il y a toujours des façons de s'émanciper, que parfois elles sont individuelles, mais elles ont des effets, parfois elles sont politiques, et c'est bah voilà, militer au MLAC pour l'avortement, c'est faire des avortements, peut-être, on ne sait pas, faire des avortements clandestins, etc., etc. Je vais passer la parole à Karine, mais pour préciser, pour faire un petit peu le relais, alors j'ajoute, ultime référence bibliographique de Christine, qui est un de ses maîtres ouvrages, et ses centres d'intérêt, c'est la construction sociale des corps, et la façon dont elle vient de décrire d'abondance la manière dont une institution discipline les corps hein, est au cœur de ces travaux de scientifiques. Or, je ne m'éloigne pas du sujet car les 2 parcours de nos 2 institutrices, puisque nous sommes dans une ancienne école normale de garçons, mais dans une ancienne école normale d'instituteurs, sont de ce point de vue-là divergents. Christiane est une ancienne élève de l'école normale et Huguette, pas du tout, dans la mesure où, après avoir passé le baccalauréat par correspondance, difficilement, alors mariée à un normalien, mais qui faisait son service militaire, elle a postulé pour être institutrice remplaçante et elle a rencontré, alors là ça va devenir polémique, elle a rencontré dans le commerce qu'elle a pu avoir avec des institutrices normaliennes tout ce que peut avoir de violent, ce qu'on appelle habituellement un esprit de corps ou un corporatisme. Et sur justement cette ambivalence du mot corps et finalement ce point de jonction des disciplines de la fabrique d'un corps social comme d'un corps professionnel, il y a là aussi quelque chose qui intéresse beaucoup, en vérité, les pratiques d'émancipation, parce qu'elles passent d'abord par l'identification et le repérage de tous les protocoles, de toutes les disciplines, au sens foucaldien du terme, hein, au sens où, pour Foucault, les institutions produisent simultanément du savoir et du pouvoir dans leur pratique. On a là, justement, une forme de marginal ou de dissident par rapport au grand corps aristocratique qui était le corps des normaliennes. Je vais justement par rapport à ça, parce que Christine, vous n'avez pas entendu, milieu populaire. Ma mère n'était pas du tout issue d'un milieu populaire, elle était issue d'un milieu relativement bourgeois de Lozère, puis son père était ingénieur et sa mère employait des postes, donc c'était ce qu'on appelait à l'époque des notables. Tous les gens, la Lozère c'est un petit pays, tous les gens se connaissent, donc ils étaient très, très connus. Et donc, elle est au lycée, elle rencontre celui qui va devenir son mari, mon père, et donc elle est enceinte, pas mariée. Et bon, je vous passe les détails, mais c'est compliqué puisqu'elle n'a que 19 ans, la majorité est à 21 ans. Et donc, ses parents lui proposent soit d'avorter donc en Suisse, soit de garder l'enfant avec eux et ma mère avec eux, mais ils n'acceptaient pas mon père qui, lui, était issu d'un milieu extrêmement populaire, pauvre, à tous les points de vue. Donc, ils tiennent bon tous les deux, ils demandent à se marier, ils exigent le mariage et les grands-parents, je caricature un peu, mais je simplifie un peu, mais leur disent, bon ben, vous voulez vous marier, d'accord, mais il va falloir vous assumer, donc vous allez devenir instituteur, parce que je viens d'une famille... j'avais des arrière-grands-parents et arrière-grands-parents instituteurs et institutrices. Donc c'était la voie tracée. Puis en Lozère, il n'y a pas grand-chose en fait, à part l'administration. Quand on n'est pas agriculteur, il y a peu de débouchés. Donc ma mère n'a pas son bac, parce que ce n'est pas une élève très brillante ni très scolaire, on va dire. Elle est un peu dans la lune, elle aime beaucoup lire, mais pas tellement étudier. Et donc elle passe son bac par correspondance et mon père est inscrit à l'école normale de Mans, dans Lozère, une école normale qui est mixte. Il n'y a pas école normale de filles, école normale de garçons. Elle est mixte, seul l'internat et la cantine sont non mixtes.
Et ils ont par contre les cours ensemble, sauf des cours spécifiques, de cours ménagers pour les femmes et des cours plus techniques pour les jeunes hommes. Donc, mon père, qui venait d'un milieu extrêmement populaire, se retrouve normalien après le bac, et ma mère se retrouve, après avoir redoublé son bac, enfin, elle se retrouve suppléante, c'est-à-dire remplaçante. Et à l'époque, l'éducation nationale a des gros besoins en remplacement. Entre 51 et 61, je crois que j'ai vu, c'était la moitié des postes qui étaient occupés par des suppléants. Et donc, elle est remplaçante. Et elle a simplement 3 mois de stage à l'école normale. Et la Lozère, c'est à l'époque, toujours d'ailleurs, mais plus subventionné aujourd'hui que ça l'était alors. Du coup, c'est un département très pauvre. Et il y a peu de postes en ville, puisqu'il y a peu de villes. Donc, les postes sont des postes à la campagne, avec des classes uniques et dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Donc c'est ce qu'elle raconte dans son livre. Et dans son livre, donc, elle parle également de l'école normale. Elle est très critique quant à la formation qu'elle a reçue parce qu'on lui a appris à enseigner comme si elle allait enseigner en ville. On ne lui a pas appris à enseigner en classe unique. Elle se retrouve au bout de 3 mois dans des classes uniques avec des élèves de 5 ans jusqu'à 14 ans, qu'elle prépare les derniers au certificat d'études. Donc elle n'est pas du tout préparée à ça. Et puis elle décrit un certain mépris de la part des normaliennes. Et donc ça peut paraître surprenant, mon père en plus étant normalien, mais elle décrit un certain mépris. Et quand son livre est paru, après bon, j'ai dépouillé le courrier des lecteurs. Elle a reçu plus de 2000 lettres, mais il ne m'en reste que 150. Et dans ces lettres, il y a une autre suppléante qui lui dit « Oui, je suis d'accord avec toi, on n'a pas participé par exemple à la fête de Noël, on n'était pas invités. » Et elle a une autre, là il y a une normalienne qui lui écrit de Savoie, je crois, et qui lui dit « Non, je ne suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord sur le fait que l'école normale ne nous forme pas correctement, mais il n'y avait pas de mépris, mais il est vrai qu'il y avait des fêtes récurrentes à l'école normale et que les suppléantes n'étaient pas invitées. » Donc il y a quand même un esprit de corps. Et dans l'enquête que j'ai menée, une normalienne qui était à l'école normale avec mon père m'a expliqué que les enseignants étaient beaucoup plus attachés et étaient plus attentifs aux normaliens et normaliennes qui étaient arrivés après la 3e qu'à ceux qui étaient arrivés après le bac. Il y a vraiment une différence de traitement même au sein des normaliens, entre ceux qui arrivent après le bac et ceux qui sont là depuis la 3e. Voilà. Alors, merci. Peut-être, alors on a lancé des incursions du côté de la vie des écoles normales, des institutions. On a aussi glissé également sur finalement la grande histoire de l'émancipation des femmes telles que ces 2 femmes ont pu les rencontrer. Et c'est peut-être à cela maintenant qu'on peut s'arrêter, puisque finalement le livre, alors j'en ai eu des bonnes pages, des épreuves, les pratiques de micro-émancipation, le rapport au corps, à la sexualité, au couple, à la famille, puisque ce sont conjointement des histoires de couple et des histoires de couple, enfin des histoires pas faciles de couples qui traversent des épreuves, des couples qui ne vont pas bien ou qui font de leur mieux et qui affrontent la question de la filiation, de l'enfantement, des enfants. Ces deux figures et ces deux parcours, alors sont aussi bien, c'est ce qui est intéressant, sont aussi bien éminemment et manifestement singuliers, à commencer par leurs différences. Ce ne sont pas la redite, les deux parcours ne sont pas les décalques l'un de l'autre. Premièrement. Deuxièmement, alors on a déjà un petit peu parlé de cela, mais ce n'est pas une enquête facile.
j'imagine, et même je sais, que de travailler sur sa propre famille et sur ses propres mères. Nous avons parlé des archives et de la méthodologie de l'enquête, si bien que le moment où la méthode requise pour reconstituer avec l'objectivité requise par un travail et la médiation des archives produit en retour, me semble-t-il, des effets bénéfiques en termes de pathos, en termes d'émotion sur ceux-là même qui font l'enquête. Alors, nous préserver en se donnant les outils d'une méthode rigoureuse, en se donnant le moyen, alors parfois contraint et forcé, hein, mais se donnant l'écran du document, de la trace, de l'archive administrative, du caractère même un petit peu froid et impersonnel des échanges avec des dossiers, etc. Bon, il me revient, ce n'est absolument pas le même registre, mais nous avions, il y a quelques années, dans la suite des événements de 2015, des attentats de Paris, reçus Jeanne Favré-Saada et Patrick Boucheron, qui s'étaient retrouvés pour dire à quel point, quand il s'agit de traiter des événements graves et douloureux, la médiation du document, de l'étude, de la recherche a, au-delà des connaissances qu'elle produit, un effet prodigieusement apaisant à bien des égards. Et c'est la même impression qui me revient. Est-ce qu'il y a dans ce travail, dans ce passage par l'archive, par le document, par finalement une vocation savante, également quelque chose qui serait de l'ordre de la catharsis, de l'apaisement, de la thérapie, je ne sais pas parce que le terme est très connoté maintenant, mais l'idée est là, de quelque chose qui soit de l'ordre du soin finalement. Oui, alors c'est clair que de toute façon la question du pathos et de l'émotion, elle a été d'emblée ça a été pour nous le précipice dans lequel il fallait pas tomber. Alors voilà, quand on dit Christiane disparue à 26 ans, etc., on voit très bien comment on pourrait aller très vite vers quelque chose, ou bien, Huguette, de la même façon, morte d'un cancer, avec ça, quelque chose de très... où le jeu des filles serait omniprésent, où ça serait uniquement nos ressentis, et c'est facile en fait. C'est facile d'aller tirer sur la corde lacrymale et puis de faire d'émouvoir sur un tel sujet. Alors, d'emblée, il faut le dire aussi, moi, j'ai absolument pas eu une enfance malheureuse parce que j'ai eu une deuxième maman qui est là et que j'ai eu une vie j'ai eu une enfance très très heureuse. Donc, il ne faut pas non plus que j'aille aller jouer de façon artificielle là-dessus. Donc, effectivement, ce qui s'est passé, peut-être le recours aux archives, c'était aussi, et peut-être c'est la particularité de cette enfance-là très heureuse, qui était quand même un silence posé sur cette histoire-là. Et quand alors tu n'as pas posé la question, mais du coup je pense que c'est important d'en parler, c'est que nos livres, tu as évoqué cette histoire de couple, etc. Nos livres, c'est sur ces deux femmes, mais c'est aussi de comprendre les décisions qu'ont prises leurs maris. Alors par exemple, moi, mon père, effectivement, sa femme meurt, et il n'en parle plus jamais. Il met un couvercle de plomb sur cette histoire-là et il n'en parle jamais. Donc rien n'est dit, aucune photo, etc. Bon, soit on se dit, oui, voilà, et rien sur ma mère, en fait, justement, ça se termine où je n'ai pas compris, en fait, pourquoi. Et tout le travail de cette enquête, et c'est peut-être ça, quand tu disais, qu'est-ce que ça a amené l'enquête, ça n'a pas amené l'apaisement par rapport à à un manque potentiel que... Moi, finalement, quand je cherche des choses, effectivement, sur ma mère, que j'ai dans les archives, que je trouve les dossiers, que je trouve les photos, je suis très heureuse et j'ai une jubilation de recherche. Et bien évidemment, je suis heureuse de montrer ces photos, de reconstituer sa trajectoire, de retrouver des gens qui l'ont pu côtoyer, tout en sachant qu'il y a des choses que je n'aurais jamais. Quand je rencontre, par exemple, Thérèse ou Jacqueline qui l'ont connue, et qu'elles me disent « Ah, Christiane, ta mère, elle était comme ci, comme ça », je me dis, elles ont l'image dans la tête, et moi, cette image-là,
Elles peuvent en parler avec leurs mots, mais jamais, même si je fais une autopsie de leur cerveau, un IRM de leur cerveau, je n'aurai l'image. Donc je sais que de toute façon, je n'irai jamais au bout. Le son de la voix, je l'aurai jamais. J'irai jamais au bout. Moi, ce que finalement, quand tu dis le soin, la reconstruction, paradoxalement, c'est de comprendre, d'arriver à, et là c'est les outils pour moi de la sociologie qui me permettent ça, et les outils du genre, et je vais expliquer pourquoi, c'est de comprendre pourquoi un homme, quand sa femme meurt dans un accident de voiture avec un train, qu'il a 2 enfants, dit on n'en parlera plus jamais. Et de ne pas se dire, mais c'était pas possible, etc. C'est de comprendre dans la construction de ce qu'est un homme à cette époque-là, dans les années 60, qu'est-ce que ça doit être un homme, comment doit être un homme, qu'est-ce que c'est que la virilité, qu'est-ce que c'est que la masculinité, de ces hommes qui se sont retrouvés face à des femmes qui avaient fait, d'un coup, elles avaient fait des études, d'un coup, elles avaient de l'argent, d'un coup, elles étaient émancipées, d'un coup, elles avaient la contraception. Et donc, voilà, on se dit, mais... pour Karine, je lui laisserai la parole, mais c'est la même chose sur voilà, comment on comprend l'alcoolisme d'un homme aussi, enfin de ton père, et la violence qu'il y a pu y avoir. Soit on se dit, on condamne, mais pour moi, la sociologie, c'est l'exercice même de la compréhension, en fait, de comprendre les attitudes et les comportements des gens, jamais pas juger, pas condamner, et comprendre dans quelle logique les gens se trouvent embarqués, en fait. Donc moi, vraiment, il y a vraiment eu ça. Et pour finir sur la question de l'émotion, je dirais que l'émotion, finalement, c'est pas la nôtre qu'on a à gérer, parce que moi, moi, c'est plutôt des émotions très heureuses. Alors, bien évidemment, parfois, je vais trouver un truc, j'ai une photo qu'on m'envoie par SMS, etc., une photo de classe qu'on m'envoie, donc ces anciennes copines. La photo de tout à l'heure, quand je l'ai reçue, parce que c'est Thérèse qui l'avait, c'est la petite photo d'identité, il y a un petit choc qui arrive. Mais là, plus on avance, plus je me rends compte que ce qu'il faut gérer aussi, c'est l'émotion des autres. Moi, je débarque. J'ai des frères, j'ai une deuxième maman, j'avais mon papa, alors qui a disparu, enfin qui est mort cet été, et finalement on était dans cette idée d'histoire familiale qui continuait très heureuse, et qui était fondée sur ce secret. Et moi d'un coup je décide de dire, le secret, les cocos, c'est fini. Qu'est-ce que je fais aux gens quand je fais ça? Voilà, qu'est-ce que je fais à mes frères, qu'est-ce que j'ai fait à mon père, qu'est-ce que je fais à ma mère, et puis donc voilà, déjà cette émotion-là, on débarque, et ça il le dit, Daniel Mandelson dans Les Disparus, il dit quand je vais voir des gens et que je leur dis, donc des survivants, et que je leur dis racontez-moi ce qui est arrivé à ma famille, je les oblige à se souvenir d'un temps que peut-être ils voudraient oublier, parce que si eux ils ont survécu, c'est qu'ils ont vu des trucs horribles, c'est qu'ils se sont cachés dans des faux plafonds, etc. Et puis même dans les entretiens que je fais, les personnes que je rencontre qui étaient du temps de ma mère, ou du temps de... donc il y a tout ce volet école normale, puis il y a le volet coopération. Aujourd'hui, c'est des personnes qui ont 70 ans, etc. Voilà, c'est des choses qui sont tellement anciennes. Et j'oblige aussi, c'est des gens qui parfois, ces temps-là, ils pouvaient être mariés avec telle ou telle personne et avoir divorcé. Et je les oblige à... Alors, j'oblige personne à me répondre, mais quand je fais mes entretiens, mais je débarque et je dis, est-ce que vous pourriez vous souvenir de votre temps passé? C'est pas anodin, en fait, pour les gens. Donc, finalement, je me dis, ces travaux-là, ces enquêtes-là, ils engagent l'émotion du chercheur, de la chercheuse, ils engagent l'émotion du lecteur ou de la lectrice, et je pense que c'est là où il ne faut pas faire n'importe quoi et aller tirer sur les fibres sensibles, d'où le recours aux archives, etc. Et puis, ils engagent vraiment l'émotion de tout l'entourage, en fait. Voilà, tu le disais, c'est pas anodin, mais presque c'est moins anodin pour notre entourage que pour nous. Parce que nous, si on décide de le faire, c'est qu'on a une motivation. Mais les gens qu'on bouscule, ils sont bousculés. Je sais pas quoi rajouter. Non, mais toi aussi, voilà, c'est... Alors moi, c'est un peu différent parce que, effectivement, par rapport à ce que disait la rencontre qu'on a eue avec Christine la première fois qu'on s'est vu, moi, j'ai trop de choses. Donc, j'ai des archives. Parce que, comme je vous l'ai dit, je viens d'une famille d'instituteurs et je pense que c'est des gens qui gardent beaucoup de choses. Donc, j'ai des cahiers de préparation de classe de mon arrière-grand-mère. Enfin, c'est énorme ce que je peux avoir. Peut-être d'ailleurs, il y a une photo. C'est la troisième diapo, c'est au début. Donc, j'ai un nombre incalculable de choses. Les cartes que ma mère écrivait à sa mère pour sa fête des mères. J'ai beaucoup de photos. C'est la troisième diapo, je crois. À partir du début. Voilà.
Et tout a été conservé et m'a été transmis par ma mère. Et... Là, c'est Simone de Beauvoir quand même. Ouais. L'écriture de Simone de Beauvoir. Voilà. Donc, par exemple, j'ai les cahiers de ces cahiers d'écolière entre 1948 et 1950 qui avaient été reliés par son grand frère. Donc, j'ai ça. Et ça pourrait être, on pourrait dire, c'est pas très intéressant comme d'un point de vue historique, mais c'est extrêmement intéressant puisqu'il y a eu Vichy pas longtemps avant, que les programmes scolaires ont évolué, mais on voit quand même que dans l'enseignement de la morale, il y a des persistances. Donc il y a le calcul, il y a la morale, il y a les dictées, et puis il y a aussi les rédactions qu'elle écrit à cet âge-là, où elle raconte des petits morceaux de vie. Donc j'ai ça par exemple, vous pouvez la diapo suivante s'il vous plaît. J'ai voilà, une photo de sa chambre où on voit quels étaient ses goûts par rapport aux actrices à la mode, et puis par exemple qu'elle lisait beaucoup, parce qu'elle était donc lycéenne à Mende, et qu'à Mende, à part le cinéma et la lecture, il y avait rien à faire, ou pratiquement rien, d'après ce qu'on m'a dit. Donc ça aussi, est-ce que c'est une archive historique? Est-ce que ce n'est pas une archive? Moi, je pense que c'est une archive, c'est l'image. Alors ça, c'est autre chose. Donc ma mère avait alerté, dans un premier temps, un écrivain qui s'appelle André Mauroy, qui lui avait répondu et qui l'a aidé dans la mesure où elle était dans une école où il n'y avait pas l'eau à l'évier, pas de toilette, enfin... Et donc André Mauroy est intervenu et elle a eu un évier, l'eau, enfin l'eau froide, mais elle a eu l'eau, elle n'avait plus à aller à la fontaine. Et ensuite, sa situation elle change d'école et puis elle se retrouve de nouveau dans ce qu'on appelait à l'époque les écoles taudis, ou ce que l'administration appelait les postes déshérités. Et donc elle alerte Simone de Beauvoir, qui a la gentillesse de répondre, comme elle l'a fait, d'après ce qu'on sait, à toutes les personnes qui lui ont écrit. Elle répondait à tout le monde. Et donc elle a entretenu une correspondance avec Simone de Beauvoir, jusqu'à la mort de Simone de Beauvoir en 1986. Donc j'ai tout un corpus de lettres. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc là, c'est une lettre du début, où c'est une retranscription de lettres, parce qu'il y a actuellement une doctorante qui travaille à la Bibliothèque nationale de France à Paris, où sont conservées les 20 000 lettres qui ont été écrites à Simone de Beauvoir. Et donc elle a retrouvé les lettres de ma mère, et je lui ai transmis les lettres de Simone de Beauvoir. Là, je ne vous ai pas mis, mais elle a retrouvé aussi les lettres de ma mère, où j'apprends certaines choses que je ne savais pas. Et lisez le livre, voilà, pas la totalité, mais vous aurez des éléments. Et donc, Simone de Beauvoir l'incite à écrire pour s'émanciper, et Marine Rouche, donc, qui travaille sur ses courriers, montre que elle fait ça avec de nombreuses femmes dont elle voit que ces femmes ont des talents d'écriture, et elle les incite à écrire. Voilà, vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Donc elle a d'abord publié un article dans les Temps modernes. Ensuite, le Mercure de France l'a contactée, il lui a demandé d'écrire un livre, elle a écrit un livre. Et ce livre a eu 3 ou 4 tirages. Il a été, vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Donc il a suscité de très nombreux articles de journaux, dans le Nouvel Obs, Le Monde, l'Express, enfin tous les grands quotidiens nationaux. Une radioscopie de Jacques Chancel. On l'avait également invité à la télévision, Eliane Victor l'avait invité, mais elle a refusé parce qu'on voulait lui faire dire des choses qu'elle ne voulait pas dire, enfin avec lesquelles elle n'était pas d'accord. Donc elle a refusé 2 fois de passer à la télévision. Et elle a reçu donc un courrier des lecteurs, là, qui est ici, que j'ai classé cet été, les 150 lettres de lecteurs parfois mécontents, de témoignages identiques dans différentes régions de France sur ces écoles déshéritées. Si vous pouvez continuer. Et donc là, ce qui est à gauche, c'est une partie de la bibliothèque de ma mère, c'est-à-dire qu'elle a milité au MLF et au MLAC, puisque son livre a eu un tel retentissement que mes parents ont eu des ennuis avec les politiques lozériens, l'académie, et ils ont été obligés de muter. Donc on s'est retrouvés, on est passé d'une petite école sur la Margerie dans Lozère à une tour de Nanterre. Donc ce livre a un peu changé ma vie, et nos vies, la vie familiale. Et donc elle s'est investie dans le féminisme.
Et donc, je pouvais revenir un tout petit peu à la précédente. Donc voilà, moi j'avais toutes ces archives, et en plus de toutes ces archives, j'avais une quinzaine de manuscrits que je n'avais jamais lus. C'est-à-dire que ma mère est décédée il y a 20 ans, et je n'avais jamais lu ces manuscrits parce que je ne pouvais pas. Mais je n'avais pas lu les lettres de Simone de Beauvoir non plus, d'abord parce que son écriture est illisible. J'avais aussi d'autres correspondances que je n'arrivais pas à lire. Tout était dans une malle que je trimballais dans mes différents déménagements, mais je n'y arrivais pas. Et donc c'est grâce à Christine que j'ai réussi à franchir le pas et à dépouiller tout ça, et ça m'a fait le plus grand bien. Et justement, par rapport au pathos, c'est vrai que moi j'avais toujours eu envie d'écrire tout court parce que je voyais ma mère écrire tout le temps, donc c'était ancré. Et j'avais envie d'écrire sur ma mère, mais je ne pouvais pas en fait, parce que si j'avais écrit sur ma mère, c'était sur la relation que j'avais avec elle, et ça, c'était impossible pour moi. Donc Christine m'a aidé à résoudre ce dilemme, ce problème, et donc m'a permis d'avoir un regard beaucoup plus distancié et de remettre l'histoire de ma mère dans un contexte historique, sociologique, et du coup de me détacher. Peut-être raconte l'histoire du prénom, parce que c'est intéressant ça, je trouve. Voilà, j'avais une relation un tout petit peu fusionnelle avec ma mère. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, au point où un jour, elle m'a dit que quand elle me parlait, c'est comme si elle se parlait à elle-même. Donc, et à la fin du livre, d'ailleurs, on voit que la relation fusionnelle, elle commence à ma naissance. Et cette relation fusionnelle, c'est pas si évident que ça, c'est beau, mais c'est pas si évident que ça quand la personne décède, et même avant le décès. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. En fait, Huguette Céline. Voilà, et donc ma mère s'appelait Huguette, prénom de naissance, deuxième prénom Céline. Et ce livre, elle ne l'a pas si bien vécu que ça, parce que ça a apporté pas mal de transformations dans nos vies. Et quand on est arrivé en région parisienne, les gens lui disaient « Ah, mais c'est toi qui as écrit le livre, c'est toi qui as écrit le livre ». Donc elle a changé de prénom, et elle s'est appelée Céline. Donc moi, quand elle a changé de prénom, j'avais 3 ans. Et donc, avec Christine, un jour, on s'est dit « Mais comment on l'appelle, en fait ? On l'appelle Huguette ou on l'appelle Céline ?» Et on a choisi Huguette. Et ça m'a permis d'écrire avec beaucoup plus de distance parce qu'en fait, Huguette, je ne l'ai pas connue. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est l'importance des prénoms. La Céline, c'est ta maman. Voilà, Céline, c'est ma mère, c'est avant tout ma mère. Donc c'est notre relation et la mère de mon frère. Mais Huguette, c'est une femme pour moi, c'est différent. C'est aussi ma mère, bien sûr, mais c'est avant tout une femme. Et donc, bon, j'avais toutes ces archives, mais ça ne m'a pas empêché d'aller enquêter aussi. Parce qu'en fait, je me posais la question, mais Omlac, qu'est-ce qu'elle a fait enfin, et donc, je suis allée à Paris il n'y a pas longtemps voir une gynécologue avec qui elle avait pratiqué des avortements clandestins, et j'ai appris plein de choses. Donc, je croyais tout savoir, et en fait, je ne savais pas tout. Vous pouvez continuer, si vous voulez. Par exemple, j'ai découvert quelque chose dont elle n'avait jamais parlé. Elle avait, c'est en 63, donc elle a 22 ans, elle a publié un texte à la suite d'un concours dans le journal Elle, et ça je l'ai vu mentionné dans une lettre à Simone de Beauvoir, puis après je me suis aperçue que c'était dans le livre, mais que je ne l'avais jamais vu. Je l'ai lu le livre, mais je n'avais jamais vu ça, et donc je suis allée dans plusieurs bibliothèques chercher, c'était 63 ou 64, et j'ai dépouillé tous les L. Et c'est comme ça qu'elle avait accès à André Mauroy. Voilà, exactement. Il était président du jury. Et donc, elle publie ce texte, et ce texte est... Alors, c'est bien sûr, c'est une jeune fille qui l'écrit, mais il est passionnant parce qu'elle est absolument contre l'avortement, à 22 ans. Donc, et après, elle militera pour. Voilà. Et donc, ça montre... c'est important parce que, pour moi, ma mère, c'était un peu un portrait figé, comme on a parfois de... Et en fait, ça m'a montré l'évolution et j'ai mieux compris son parcours et ce qu'elle était. Et par exemple, un choix aussi qu'on a fait dans le livre, c'est, bon, là, on dit ma mère, mais dans le livre, c'est Christiane et Huguette. Oui. Et c'est vraiment, on fait une chasse terrible au jeu, enfin, au jeu JE, en fait. Et vraiment... Ce qu'on veut, c'est parler d'elle, mais pas parler de nous par rapport à elle. C'est pas la relation qu'on a eue avec elle, ou qu'on a... Enfin, mais c'est elle qui nous intéresse. Et c'est elle remise dans un contexte historique, dans un contexte sociologique,
pour montrer la place de femmes ordinaires, singulières, dans l'histoire et dans la société. Si je peux me permettre, avant de passer la parole, s'il y a des questions et des interventions dans la salle, je suis sûr qu'il y en aura. Mais alors quelques remarques dont je vais essayer de tirer une question, mais le diaporama là qu'on vient de voir, une diapo a retenu mon attention, c'est la chambre de ta mère avec des photos d'actrices à la mode. Parce que, alors très modestement, et je ne suis pas le seul, j'ai été un petit peu spectateur de l'entreprise en train de se faire et qui continue de se faire parce que via les réseaux sociaux, il y a une page Facebook dédiée à l'enquête dans laquelle une partie de ces documents exhumés sont publiés avec demande de contribution, d'aide à la criée. Quand on reprend les photos des stars des années 50 et 60, alors il y en a, on les voit, c'est beau. Donc si c'est Mylène de Mongeau, ça va, si c'est Brigitte Bardot aussi, et puis mais même Mylène de Mongeau, il faut déjà être un peu cinéphile. Et donc, on va faire un quiz. Voilà. Tu les connais. Et donc, quand on Ouais. donc Marina Vladi, bon. Il y a Audrey Hepburn. Non, ah oui, tout en haut, ouais. Il y a Chelsea. Oh là. Et donc, voilà. Et donc, via les réseaux sociaux, qui les connaît, qui les... etc. Ce qui fait, alors, c'est pas si anecdotique que ça, dans la mesure où c'est une enquête. J'ai insisté sur le caractère très singulier de l'enquête et les figures très singulières, mais en vérité, ce sont des figures qui sont imbriquées, inscrites dans leur époque, dans une époque qui n'est plus et sur laquelle le temps a passé et a fait son travail de filtre, tant et si bien que pour personnel, mais on a fait le point là-dessus, mais pour personnel que pourrait être cette enquête, au bout du compte, via les réseaux sociaux de surcroît, elle devient très vite collective. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre davantage du nous que du jeu dans cette opération. Deuxième remarque, mais c'est une variation sur la première. La correspondance de Simone de Beauvoir qui est intégralement retirée. Et il y a une autre correspondance, alors les deux femmes méritent vraiment qu'on s'intéresse à elles, qui est énormément sollicitée dans l'ouvrage en préparation, c'est Ménie Grégoire, qui a laissé l'ensemble de sa correspondance professionnelle en dépôt aux archives d'Indre-et-Loire, et là aussi consultable sur le site du département, je crois. Donc, on a là, quand on se demande finalement où se joue la jonction et grands hommes, hommes ordinaires, grandes femmes, grands personnages, voilà. Et on est sur quelque chose qui, en vérité, c'est un objet historiographique très connu. Finalement, quand Georges Duby parle de Bouvines, il s'intéresse moins à l'événement historique que tout le monde connaît qu'à la formidable usine à commentaires que cela a pu être. Et finalement, Simone de Beauvoir est l'auteur d'une œuvre considérable, mais au titre de cette notoriété et de cette façon dont elle a pu capter toute une série de témoignages et de correspondances ordinaires, est un réceptacle extraordinaire de toute une époque. C'est véritablement un point de convergence de toute une mentalité, de toute une sensibilité actuelle. Donc il y a cet effet démultiplicateur de la pensée commune qui n'est jamais clairement formulée, sauf à avoir un dessinateur. Ça marche, enfin c'est sous votre contrôle, mais ça marche aussi bien pour Ménie Grégoire que pour Simone de Beauvoir. Et quelque part, le grand personnage, le grand interlocuteur, vaut autant pour les positions qu'il est susceptible de prendre dans sa propre écriture que dans tout ce qu'il suscite comme commentaire, comme retour. Et alors là, c'est le jeu de l'abondance et de la série qui intéresse énormément. Alors d'un point de vue comme de l'autre, le réseau social comme occasion d'une enquête devenant collective, l'objet au contraire qui de la singularité d'une vie finalement par des détours finit par saisir la variété d'une génération, il y a cette espèce de tension entre le singulier et le collectif qui me semble quand même extraordinairement puissant dans votre travail. D'ailleurs, concernant Simone de Beauvoir et ses correspondants, on peut se demander si elle n'a pas été influencée par toutes ces lettres qu'elle recevait. Voilà. C'est-à-dire que cette grande intellectuelle qui est reconnue
on peut se demander, je n'ai pas de réponse, si elle n'a pas été influencée par toutes ces lettres qu'elle recevait, majoritairement de femmes mais aussi d'hommes, et influencée dans ses ouvrages. Donc c'est l'ordinaire et voilà. C'est ça. Et moi, je voulais commenter ce que tu disais sur effectivement le côté collectif. Voilà. Ça, c'est fondamental. L'année dernière, j'avais assisté à une conférence de Philippe Artière, donc, qui est aussi souvent dans des entreprises. Moi, j'ai beaucoup lu ce qu'il faisait et j'étais allée à la conférence parce que je me disais, tiens, on est peut-être de la même famille dans ce qu'on fait, même si je trouve que nous, finalement, là, dans ce projet, on reste plus du côté des sciences sociales que dans certains projets qu'il peut faire actuellement. Et il disait, et ça c'était aussi très en écho avec ce qu'on ressentait, il disait finalement, on est, alors surtout dans le milieu universitaire ou littéraire français, on est sur l'idée d'un livre avec un nom sur la couverture. Et finalement, on a ce nom sur la couverture, le nom de l'auteur, voilà, la fameuse autorialité. Il y en a un qui signe le tableau, il y en a un ou une qui signe le bouquin, etc. Et nous, on se rend compte comment cette enquête, elle est, mais effectivement, c'est collectif. Là, effectivement, ça c'était incroyable. On a mis, donc on ne reconnaissait pas notamment celle du milieu, en fait, donc qui est une actrice qui avait joué Anne Frank. On a mis sur Facebook et il y a eu une sorte de jeu, des gens qui copiaient les photos, qui ont retrouvé les couvertures. Donc c'est même que ce sont des couvertures de Paris Match, par exemple. On a les dates, en fait, parce que les gens les ont retrouvées comme ça. Autre exemple, quand je disais collectif, tout à l'heure je parlais des archivistes de l'ESP, mais s'ils n'avaient pas été là, je ne sais rien. Enfin, voilà. Les réseaux sociaux, trombi.com, c'est par trombi.com que j'ai retrouvé les copines de l'école normale, et puis c'est aussi par les réseaux sociaux qu'on retrouve des coopérants, etc. etc. Je vais vous dire une anecdote. Tout à l'heure, je disais, et ça, c'est quand je disais tout à l'heure, on se garde de l'émotion. Là, pour moi, ça a été hyper émouvant. Quand je disais tout à l'heure, la chose que j'aurais pas, c'est la voix. Bon. Je me disais, donc là, je suis sur le dernier chapitre, le dernier gros chapitre, après il y a encore des chapitres, mais c'est le dernier gros chapitre d'enquête, qui est toute la période de coopération en Tunisie. Parce que donc, Christiane et Jean-Luc, ils ont été coopérants en Tunisie. Et paradoxalement, sur cette expérience, la coopération au Maghreb, qui a concerné des dizaines de milliers de Français et Françaises, il n'y a rien. Il y a un livre de sociaux, mais voilà. Pas super. Et puis un article, mais vraiment, il n'y a rien. Et donc, voilà, il y a des gens qui m'aident, en fait, pour retrouver les gens. Et s'ils n'étaient pas là, je n'y arriverais pas. Et donc, par un détour, mais voilà, Francis qui m'a aidé à trouver quelqu'un qui, en Tunisie, on a retrouvé l'ancien collège. Et donc, il trouve une dame de Sfax, Neila, qui nous aide. Et il se trouve que cette Neila, sa cousine, était dans la classe de ma mère. Mais c'était le hasard incroyable. Et Neila va interviewer sa cousine, et j'ai l'interview où Neila me traduit, parce que la cousine parle, donc Aïcha parle en arabe, et moi qui n'avais jamais eu la voix de ma mère, elle dit « Ah !» donc en arabe, hein, et il y a Neila, la voix de Neila qui dessus se superpose, qui dit « Bon Christine, là je vais te traduire. » Alors Aïcha, elle raconte une anecdote. En fait, donc Aïcha et ses copines, elles étaient au collège et elles trouvaient que ma mère était super belle. Et donc elles ont dit ah Madame Détré, elle est belle. Elles l'ont dit en arabe. Et là Aïcha dit, et tu vois là, ta mère, elle s'est approchée et elle a mis sa main sur ma tête. Et donc elle le dit en arabe et il y a Neila qui traduit par dessus. Et elle a dit, Mademoiselle Bouzid, parlez en français s'il vous plaît. Et Aïcha répète ça plusieurs fois. Mademoiselle Bouzid, parlez en français s'il vous plaît. Et elle imite la façon de parler de ma mère. Et donc voilà, c'est des détours. C'est par une jeune fille qui était élève dans le collège du marché aux Olives et qui aujourd'hui habite dans une fin fond de la campagne tunisienne. C'est elle qui me rend la façon de parler de ma mère. Donc voilà, bien évidemment que ce sont des enquêtes. Une enquête, si elle n'est pas collective, elle n'existe pas. Et surtout ce genre de... Enfin déjà, voilà, ne serait-ce que nous deux. Ah oui, bah ça. Alors peut-être si vous pouvez montrer la diapo, la 26, c'est vers la fin, parce que vous verrez du coup ce que Aïcha nous a donné. Donc c'est encore plus loin, c'est toc toc, on descend. Là.
Ça, c'est les menus, mais ça, c'est les bulletins, mais bon, je ne sais pas si on en parlera. C'est les bulletins que j'ai eus à l'école normale des filles, justement, avec les catégories de jugement de l'époque. Donc là, c'est les photos de classe. Voilà, voilà ça, juste avant. Donc ça, c'est Aïcha qui nous l'a donné. Donc c'est comme ça qu'on a découvert qu'Aïcha avait été une élève de ma mère. Et elle est, enfin, vous voyez, Christiane, elle est tout en haut, en dessous de 2 à 7. Et en fait, c'était des cartes que les élèves tunisiens et tunisiennes faisaient. Voilà, c'est fait par les élèves. Et donc, chaque carte pour chaque classe est décorée différemment. Et ils organisaient comme ça en mettant les photos des profs. Et il paraît qu'ils mettaient en haut les photos des profs qu'ils aimaient particulièrement. Et Christiane, elle est tout en haut.